Tout d'abord, au nom de l'ANAFE et du réseau Migre-Europe aussi que je représente aujourd'hui, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de nous avoir invités à y participer. Le sujet dont je vais vous parler est le suivant. Il concerne les personnes qui fuient leur pays et qui se heurtent à une réponse sécuritaire sourde au respect des droits de l'homme et qui se traduit par des entraves en amont de leur parcours migratoire, par des politiques de retour forcé et par leur enfermement, la privation de liberté étant l'outil privilégié des politiques migratoires au détriment des droits fondamentaux. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les deux réseaux que je représente aujourd'hui. Donc, l'ANAFE a été créée en 1989 par l'action commune de syndicats des professionnels des transports et des organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'ANAFE, c'est 20 organisations, donc syndicats et associations, et quelques membres individuels. Nous sommes une équipe de 2 salariés, travaillons principalement avec un réseau de bénévoles et de visiteurs. Notre objectif est de veiller au respect des droits des personnes maintenues en zone d'attente et qui se trouvent ou se sont trouvées aux frontières françaises. Nous œuvrons aussi pour mettre en lumière les dysfonctionnements dans les procédures de maintien et de refoulement de ces personnes. Et enfin, on œuvre pour une modification de la législation et des pratiques. Je pourrais vous donner plus d'informations après sur notre fonctionnement interne si vous le souhaitez. Donc l'ANAFE est membre du conseil d'administration du réseau Migre-Europe qui a été créé en 2002. L'ANAFE est également co-coordinatrice d'une des campagnes de Migre-Europe qui s'appelle Open Access. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc Migre-Europe est le réseau eurafricain qui était composé en fin 2014 de 44 associations d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, et de 49 membres individuels. Migre-Europe a été créé suite à la mobilisation autour du camp de Sandgate en 2002. Les 2 revendications majeures de Migre-Europe sont la fin de l'enfermement, des étrangers, qui a été décidée en 2010, et la deuxième revendication est pour une liberté de circulation qui a été décidée en 2014. Migre-Europe travaille en réseau donc pour collecter des informations, dénoncer les dysfonctionnements, faire du plaidoyer et faire évoluer les législations nationales et européennes. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui et le sujet dont je vais vous traiter, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit ce matin, à savoir les entraves que l'on rencontre en amont du parcours migratoire, également les difficultés pour utiliser les moyens légaux. Ensuite, je vous parlerai des camps en Europe et au-delà de l'Europe. Et je ferai un focus sur la procédure de zone d'attente en France, vu que c'est le travail privilégié de l'ANAFE. Alors, on constate tous que c'est une approche exclusivement sécuritaire qui a été progressivement mise en œuvre aux frontières de l'Europe. Ça se traduit par des politiques strictes de visa, la création, la construction de murs et de barbelés, qui est également un outil économique très important. Une autre entrave est le contrôle militarisé, dont on a parlé un petit peu ce matin, et l'utilisation de moyens quasi militaires pour détecter les migrants aux frontières, notamment on parle des drones, des hélicoptères, des avions et de divers outils de détection quasi militaires, mais également les retours forcés et le tri des migrants aux frontières. On constate donc une baisse des arrivées au point de passage frontalier, y compris pour les demandeurs d'asile. En France, pour l'année 2013, dans les zones d'attente,
ce sont les chiffres officiels, hein. Il y a eu 12 438 personnes qui ont été non admises et 9 233 personnes qui ont été maintenues en zone d'attente. Sur ces 9 233, il y en a eu 1346 personnes qui ont sollicité une protection au titre de l'asile. En 2014, le chiffre était plus faible, 11 824 non admis, 8 931 maintiens en zone d'attente pour 1126 demandeurs d'asile. Cette baisse des arrivées aux frontières a plusieurs origines, comme on vient de le voir, et nous avons vu en 2015 que les frontières qui étaient fermées n'étaient pas que les frontières externes de l'Europe. On connaît l'exemple bien connu de Calais, mais depuis juin 2015, la frontière franco-italienne au niveau de Vintimille est fermée, avec des contrôles quasi systématiques et des renvois de la police française aux autorités italiennes des personnes qui souhaitent entrer ou traverser le territoire français. Donc toutes ces entraves constituent créent de grandes difficultés pour utiliser les moyens réglementaires ou légaux pour les migrants pour rejoindre l'Europe, et ce qui se traduit par une mise en danger. Donc on sait qu'en fin juin 2015, il y avait plus de 3000 personnes qui s'étaient noyées en Méditerranée. Cela est dû également au durcissement des conditions d'entrée sur les territoires européens, notamment avec les difficultés pour obtenir un visa en amont, la réinstauration ou le maintien des visas de transit aéroportuaire pour certaines nationalités, le refus de délivrance de visa, et également on peut parler aussi du processus actuellement en négociation, du processus de Khartoum, qui est un processus de négociation entre l'Union européenne et certains pays d'Afrique, notamment le Sud-Soudan, l'Érythrée et d'autres. Donc, ceux qui arrivent malgré toutes ces entraves à entrer sur le territoire, à arriver aux frontières de l'Europe, se retrouvent bien souvent dans des camps, ou autrement appelés centres d'accueil, de détention, de rétention, ça dépend. Chaque pays a son appellation. Donc, l'enfermement et la rétention administrative des migrants est abordée par 2 textes européens. Donc, la directive relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, dite directive accueil, et la directive retour, qui vise à systématiser l'enfermement des migrants le temps de leur expulsion pour leur séjour irrégulier. On assiste aussi à de l'enfermement des mineurs, qu'ils soient accompagnés ou non, dans différents camps. La période de maintien varie d'un pays à l'autre, donc étant de 45 jours en France et pouvant aller jusqu'à 18 mois. On a assisté ces dernières années à une augmentation de la durée de maintien dans quasiment tous les pays. Elle est passée de 32 à 45 jours en France, de 3 à 18 mois en Grèce, de 2 à 18 mois en Italie, et de 40 à 60 jours en Espagne. Voilà. Donc, le risque des centres, des camps, c'est, outre la difficulté pour les personnes à accéder au territoire, c'est l'inefficacité de ces camps. Ils sont coûteux sur le plan humain et financier. Et ils coûtent extrêmement cher pour une efficacité quasi inexistante.
le but de ces camps, la réalité en fait sur les objectifs de l'enfermement des étrangers sont en réalité des objectifs économiques, sécuritaires, pour rassurer les populations et pour donner une impression de lutte contre l'ennemi, entre guillemets, et la peur des migrants au niveau européen. On arrive du coup à une criminalisation de plus en plus importante des migrants pour mieux les expulser et pour mieux leur empêcher de rentrer sur le territoire. On assiste à de nombreuses condamnations pénales pour séjour irrégulier, entrée irrégulière. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des nombreux lieux d'enfermement, donc des centres qui se situent sur le territoire. En France, on appelle ça des centres de rétention administrative. Les points de passage frontalier, enfin les zones d'attente, ce que nous on appelle zones d'attente, qui sont les ports, les aéroports et les gares internationales, mais il y a les mêmes en Suisse, du coup. La question se pose aussi aujourd'hui des hotspots, donc qui est très actuelle, hein, la question très actuelle des hotspots, et également de l'externalisation des camps. Notamment, un camp a été ouvert au Niger, et il y a une négociation avec la Turquie actuelle, entre l'Union européenne et la Turquie, pour ouvrir des camps en amont, donc du coup hors des frontières européennes. La question qui se pose dans tous ces camps, c'est le respect des droits humains. Et que ce soit en matière de conditions de maintien ou en matière d'exercice effectif des droits, de droit au recours, de droit d'examiner sa demande d'admission sur le territoire ou de sa demande de séjour. Donc l'enfermement est réellement un outil privilégié de la gestion des flux migratoires, que ce soit des migrants, mais également des demandeurs d'asile. C'est pour ça que Migre-Europe a pris une position en 2010 contre l'enfermement des étrangers. Et Migre-Europe revendique, tant que ces lieux d'enfermement existeront, un accès à l'information et à la transparence, ainsi qu'un accès aux politiques, aux personnalités politiques, à la société civile et aux médias pour ces lieux d'enfermement. En pratique, c'est très difficile. On a pu accéder à certains lieux. Les médias ont très peu accès aux lieux privatifs de liberté pour les étrangers. Ce droit permettrait aussi, ça permet aussi aux personnes d'être assistées juridiquement. Alors, il existe déjà des assistances juridiques dans certains pays et dans certains centres. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Mais ce que demande Migre-Europe, c'est une veille humanitaire aussi, l'accès pour pouvoir s'entretenir avec les personnes de manière confidentielle et avoir des informations claires sur ce qui se passe dans ces lieux pour faire cesser les violations des droits fondamentaux. Donc, je vais en passer maintenant à la procédure de zone d'attente en France. Au niveau français, c'est l'ANAFE, ainsi que d'autres associations qui ont le droit d'entrer dans les zones d'attente pour veiller au respect des droits des personnes maintenues et s'assurer que les conditions de maintien soient respectueuses des droits humains. Donc, une zone d'attente, la définition de la zone d'attente a été apportée en 92 par la loi Quiliès. Il s'agit des lieux de passage frontaliers, donc dans les ports, les aéroports et les gares internationales. À cela s'ajoutent, depuis 2011, ce qu'on appelle les zones d'attente sac à dos, qui sont en fait des zones d'attente qui peuvent être créées à un endroit où l'administration va considérer qu'il y a un flot de migrants important qui va arriver. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas actuellement, mais c'est une possibilité qui a été introduite par la loi de 2011. Donc, sur la procédure, la procédure de zone d'attente est caractérisée par l'urgence, comme vous vous en doutez.
La personne donc, qui va faire l'objet d'un contrôle, soit en passerelle, ce dont on parlait tout à l'heure, donc à la sortie en porte d'avion, soit en aubette, c'est-à-dire au niveau des contrôles de police, et qui peut se voir refuser l'entrée sur le territoire. Et elle est donc, dans ces cas-là maintenue pour une période de 4 jours. Donc les conditions matérielles, la personne donc est enfermée. Les conditions matérielles varient d'une zone d'attente à une autre. Donc la plus grosse zone d'attente, c'est celle de Roissy-Charles de Gaulle, de l'aéroport, où il y a à peu près 140 places. Les personnes ont des chambres pour 2 personnes en général. Les douches sont communes et il y a une cour. Il y a aussi dans la zone d'attente de Roissy un espace dédié aux mineurs isolés qui sont pris en charge par la Croix-Rouge, du coup, qui est présente, elle, 24 heures sur 24 pour de l'assistance humanitaire. Dans les autres zones d'attente, ça varie. Ça va de l'enfermement dans une chambre pour 2 personnes sans fenêtre à plus. Il y a des endroits où il y a des cours, d'autres non. Les personnes donc, se voient délivrer des kits hygiène, de quoi manger tous les jours, et ont la possibilité de contacter leur avocat ou leur famille. Elles peuvent recevoir des visites. Pour ce qui est de la procédure, la personne, en fait, le maintien en zone d'attente, toute la procédure, en fait, n'est pas suspensive. Donc, la personne peut être renvoyée à n'importe quel moment. La seule possibilité est de demander à son arrivée de bénéficier du jour franc. Alors le jour franc, ça signifie que la personne demande à ne pas repartir tout de suite. Et donc pendant le délai de 24 heures à partir de minuit, donc de 0 heure à minuit le lendemain, la personne ne pourra pas être renvoyée. Donc cette condition n'est pas obligatoire. C'est la personne qui doit la demander. Donc déjà, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui est au fait de la procédure, mais du coup pour des personnes qui arrivent sur le territoire, qui se voient privées de leur liberté et qui, pour la plupart, ne comprennent pas ou pas très bien le français, la condition du jour franc, c'est quand même très difficile à comprendre. Au-delà de ce jour franc, quand il est demandé, la personne est donc entre le moment de son arrivée et jusqu'à sa sortie de zone d'attente, la personne peut être éloignée à tout moment. Au bout de 4 jours, elle va être elle va être présentée, si elle est toujours là, elle va être présentée devant le juge des libertés et de la détention qui se prononcera sur les conditions du maintien, sur les conditions de contrôle du maintien et sur la procédure. S'il y a des erreurs de procédure, la personne peut être remise en liberté. Il est possible, dans certains cas, mais les pratiques diffèrent d'un tribunal à un autre, de procéder à une régularisation a posteriori quand une personne est rentrée avec et qu'il lui manquait une des conditions d'entrée, donc soit le viatique, soit l'hébergement. Elle pourra éventuellement régulariser sa situation et donc sortir de la zone d'attente. Sinon, le juge prononce une décision de prolongation du maintien pour 8 jours. Cette décision est susceptible d'appel qui n'est pas suspensif. Le délai maximum donc, en zone d'attente, c'est 20 jours. Donc ça fait 4 jours, plus 8 jours, plus 8 jours. Pendant cette période-là, la personne donc, peut être éloignée à tout moment. Les personnes maintenues en zone d'attente, il y en a 3 types. Donc, les personnes non admises, donc c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire, donc c'est-à-dire un passeport valide, un visa valide, une assurance, un billet retour, et pour celles qui viennent faire du tourisme, la condition du viatique, c'est-à-dire soit un hébergement et 35 € par jour, soit une réservation d'hôtel payée et c'est 66 € par jour, et s'il y a ni l'un ni l'autre, c'est 120 € par jour. Les conditions diffèrent d'un pays à l'autre. Chaque pays a ses standards, mais globalement, il y a à peu près les mêmes conditions.
Donc si une personne, s'il manque à une personne une de ces conditions, elle peut être maintenue. Un autre type de personne qui peut être maintenue, c'est les personnes qui sont dites en transit interrompu. C'est-à-dire des personnes qui veulent aller, qui transitent par la France et qui veulent aller dans un pays hors de l'Union européenne, hors de l'espace Schengen, et qui lors du contrôle frontalier, la police va se rendre compte qu'elle n'a pas les conditions pour entrer dans le pays. Et dans ces cas-là, son transit est interrompu. Elle ne peut pas se rendre dans le pays où elle avait l'intention de se rendre. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les demandeurs d'asile. Donc, je vais revenir un petit peu sur la procédure de demande d'asile. Sur toutes ces catégories de personnes, ça concerne également les mineurs isolés étrangers. Concernant les mineurs isolés étrangers, l'ANAF a une position certaine, c'est la fin de l'enfermement des mineurs en zone d'attente. Donc la procédure de demande d'asile à la frontière en zone d'attente, c'est le seul recours suspensif, c'est la seule procédure qui suspend le renvoi. Donc la demande d'asile peut être faite à tout moment dans la zone d'attente. La personne donc, qui souhaite faire une demande d'asile en informe les officiers de police présents en zone d'attente. Ceux-ci enregistrent la demande et la transmettent à l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. C'est l'office qui décide, qui délivre ou non le statut de réfugié. Donc l'entretien a lieu très rapidement après la demande d'asile. Il s'agit d'une demande d'asile, c'est pas une demande d'asile au fond, c'est une demande d'admission au titre de l'asile. Donc il y a un entretien. Alors en général, à Roissy, c'est physique. Donc la personne va se retrouver face à l'officier de protection, éventuellement accompagné d'un interprète. Pour les autres zones d'attente, c'est par téléphone. Donc par téléphone avec la personne. Donc le téléphone, c'est soit le téléphone de la cabine téléphonique de la zone d'attente, donc qui n'est pas du tout confidentiel, et soit ça peut être aussi dans des bureaux de police. Donc on a un petit doute sur la confidentialité des entretiens qui peuvent se produire à la frontière. Depuis le juillet et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les demandeurs d'asile peuvent être accompagnés par un avocat ou des représentants associatifs lors de cet entretien. Donc ça a été mis en place récemment. Au 16 septembre, seuls 6 entretiens avaient été accompagnés par des avocats. Et à ce jour-là, aucun entretien avec des associations. Au bout de donc la demande d'asile fait le recours à l'issue de l'entretien, l'agent de protection, l'officier de protection rend une décision, un avis qui sera transmis au ministère de l'Intérieur, et c'est le ministère de l'Intérieur qui rend la décision d'admission ou de refus d'admission au titre de l'asile. C'est un avis conforme depuis juillet 2015. Avant, ça n'était pas un avis conforme. Donc la personne qui voit son admission au titre de l'asile refusée peut faire un recours dans le délai de 48 heures. C'est le seul recours suspensif de la zone d'attente. Donc ce recours est fait devant le juge administratif qui statue dans le délai de 72 heures. Passé ce délai, si la personne n'est pas libérée par le juge administratif, la personne peut être éloignée à tout moment. L'éloignement se fait en zone d'attente, non pas vers le pays d'origine, mais vers le pays de provenance. Donc, ce qui peut multiplier les risques en cas de retour. Ainsi, j'en arrive à la sortie de la zone d'attente. Donc, soit la personne... Il y a plusieurs manières de sortir de la zone d'attente, soit par l'admission, donc soit elle est libérée par le juge des libertés de la détention, soit elle est admise à la fin soit le délai des 20 jours est expiré, soit elle est admise au titre de l'asile. Dans ces cas-là, la personne se voit délivrer un sauf-conduit de 8 jours qui lui permet d'introduire
de se présenter en préfecture pour faire ses démarches, notamment en matière d'asile. Un autre moyen de sortir de la zone c'est le placement en garde à vue lorsque les personnes font des refus. Une procédure judiciaire peut être ouverte à leur encontre et elles peuvent être condamnées à de la prison. À l'issue de la prison, pour celles qui iront, elles peuvent être placées en centre de rétention. Et après, en prison, enfin, ça peut être un cercle infernal. L'autre sortie de la zone d'attente, c'est le refoulement. Donc, comme je vous le disais, c'est le pays de provenance, donc qui importe, pas le pays d'origine. Pour l'ANAFE, c'est très problématique, notamment en matière de mineurs, parce que la police aux frontières renvoie les mineurs dans des pays où elles n'ont pas de représentant légal et sans savoir ce qui va leur arriver, qui pourra les prendre en charge à leur arrivée, et si elles seront soit renvoyées par ricochet, soit pas. On a vu ces dernières semaines plusieurs situations problématiques en France, notamment le renvoi de Soudanais au Soudan depuis des centres de rétention. Et également, il y a 10 jours, le renvoi d'un Irakien réfugié en Syrie, mineur, qui a été renvoyé par cargo depuis la zone d'attente de Marseille. Qui a été renvoyé en Turquie. Donc, l'ANAFE, on fait des études en partenariat avec les pays de renvoi pour essayer de savoir quelles sont les conséquences dans les pays de renvoi. Donc, est-ce que les personnes risquent une amende, la prison, d'être renvoyées dans le pays d'origine. Voilà. Donc, pour conclure mon propos, je vais, outre les associations et les organisations internationales qui travaillent pour améliorer les droits de l'homme des personnes privées de leur liberté et qui fuient leur pays. On a assisté à une augmentation de la mobilisation de la société civile. Je vais prendre 2 exemples. Donc le premier, c'est l'alarme phone qui a été mis en place par Watch the Med en octobre 2014. Qui est en fait un téléphone qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui est accessible pour toutes les personnes qui sont en mer et qui ont un risque de faire un naufrage. Donc l'alarme phone n'a pas pour vocation ne peut pas et n'a pas pour vocation d'aller secourir les personnes, mais transmet l'information aux autorités et veille à ce que les autorités aillent secourir les personnes naufragées en mer. Une deuxième, il y en a beaucoup d'autres, mais une deuxième initiative intéressante qui est apparue il y a quelques semaines, c'est le Fly Refugee, qui est une compagnie, qui est une initiative de particuliers qui souhaiteraient créer une compagnie aérienne pour permettre aux réfugiés de venir en Europe. Voilà, donc nous, Migre Europe suit attentivement ces différentes initiatives, en soutient certaines. Mais nous pensons que toutes ces initiatives, qu'elles soient associatives ou privées, ne peuvent pallier les manquements des autorités en matière de protection des droits humains, des migrants aux frontières de l'Europe et au-delà. Et nous pensons qu'il serait important que les autorités se mettent à délivrer des visas et aussi des visas de transit aéroportuaire, ce qui permettrait de faciliter la venue des personnes, notamment par voie aérienne. Et ça me permet de faire la transition avec l'intervention future. Je vous remercie.